Bonjour à tous, bienvenue à notre Bonjour. webinaire sur les fumées de soudage, techniques connexes, comment protéger les salariés. Donc moi je suis Ludovic Bouteloup avec Nicoletta Vladu. On Bonjour. est spécialiste risques chimiques à la GEMETRA, service de santé au travail, qui en plus d'assurer des missions de suivi médical des salariés, a depuis pas mal d'années maintenant des missions d'accompagnement et de conseil des entreprises adhérentes à la prévention des risques professionnels. Donc nous, avec Ludovic, on s'est fixé 4 objectifs pour ce webinaire. Le premier, c'est de vous permettre, à la fin de cette demi-matinée passée ensemble, de vous permettre à mieux connaître les dangers des fumées de soudage et les dangers des fumées des techniques connexes. Nous, ce qu'on appelle, voilà, dans le langage des préventeurs, techniques connexes au soudage sont tout ce qui est activité de coupage, donc soit-il oxycoupage, soit coupage plasma ou laser, toute activité de brasage tendre ou brasage fort, projection thermique, donc projection de poudre métallique, et des activités de meulage. Le deuxième objectif fixé pour ce webinaire, c'est de vous permettre après d'être en capacité de choisir seul les moyens les plus adaptés pour la protection de vos salariés. Et on va parler du coup de choix des protections collectives, mais aussi de choix des protections individuelles et plus précisément les masques respiratoires. Troisième objectif, c'est de vous permettre à mieux sensibiliser vos salariés, donc à la fois sur la dangerosité, sur les risques des fumées de soudage et des fumées des techniques connexes, mais aussi à l'utilisation et à l'entretien correct des systèmes de protection. Donc, protection collective, tout ce qui est aspiration à la source, ou équipement de protection respiratoire. Et dernier objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de mieux identifier les interlocuteurs auxquels vous pouvez faire appel pour vous aider justement dans vos démarches de prévention des risques des fumées de soudage. Et on va faire aussi un point sur les aides financières. Les aides financières dont vous pouvez bénéficier pour mettre en place la prévention pour les fumées de soudage. Donc, compte tenu des objectifs énoncés dans le programme d'aujourd'hui, donc on aura grosso modo voilà 4 étapes, mais 2 grandes parties. Une première partie où on va parler des dangers de fumée, où on va plutôt expliquer comment vous, en interne, vous pouvez identifier les effets sur la santé qui sont propres aux fumées de soudage que vous générez, vous, dans votre entreprise, en fonction de leur composition. Et après, on va voir ensemble quelles sont les étapes clés de la démarche d'évaluation et de prévention du risque des fumées de soudage. À la fin de cette première partie, on aura une petite session questions-réponses. Et par la suite, on va continuer et passer en revue quelles sont les principales actions de prévention que vous pouvez mettre en place. Donc, actions soit pour réduire l'émission des fumées de soudage, soit les actions que vous pouvez mettre en place pour protéger les salariés de l'exposition aux fumées de soudage. Et on va finir par les aides possibles et une deuxième session questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas tout au long du webinaire de poser vos questions à fur et à mesure dans l'onglet questions qu'on vous a présenté tout à l'heure. Je sais pas, Ludovic, si tu as remarqué, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son. Oui, il y a une personne. Je pense que ça va être géré par... Oui. Voilà, j'espère que ça va être géré par notre pôle technique. Et avant de se lancer sur les dangers des fumées de soudage, je vous propose de répondre à un petit sondage, donc 2 questions. La première, ça va concerner les techniques de soudage que vous utilisez dans votre entreprise, et la deuxième, ça sera sur les techniques connexes. Ça permettra de mieux adapter certaines choses pendant notre présentation. Alors, je vais vous lancer le premier sondage. Hop.
qui doit s'afficher. Vous pouvez répondre à plusieurs réponses, mettre plusieurs réponses. Voilà, je sais pas si, j'espère que vous voyez bien le sondage et que vous arrivez à il y a des réponses voter. en cours. Ah, ben c'est parfait. Je suis curieuse ce que ça va donner. Alors, j'ai 60%. Je laisse encore quelques Donc, il y en a secondes. certains d'entre vous, voilà, qui n'ont pas encore répondu. Bon, ça bouge plus. Ben, Hop. Alors, je on vais projette les réponses. pouvoir vous partager les réponses. Normalement, vous devez les voir. Alors, on a du Micmac, du TIG, de l'électrode enrobée quand même, et du soudage au chalumeau. Ok. Un peu de tout. Hop. Voilà, et je vais vous partager la deuxième question, donc qui concerne les techniques connexes. Donc là, est-ce que vous faites du meulage, de la découpe, de la projection thermique, du brasage fort, et aussi du brasage tendre, qui est aussi appelé soudage électronique plus couramment. Ouais. Ou certains d'entre vous l'associent au étamage. Donc voilà, si sont peut-être des termes qui vous parlent. Donc n'hésitez pas à voter, à faire votre choix. Ça nous permettra d'avoir une vision un peu plus complète du public auquel on s'adresse aujourd'hui, et on va adapter un peu le contenu du webinaire en fonction de vos réponses. Voilà, tout le monde a voté. Je partage donc beaucoup de meulage, de la découpe, du brasage fort et du brasage tendre, les deux. Très bien. Donc on a du tout, un bon cocktail. Pas de Donc on va parler de tout. Voilà, on va parler de tout ça. Hop, je masque. Donc au niveau des dangers liés aux fumées de soudage, donc nous aujourd'hui, on va vous parler uniquement des fumées, mais vous, dans la mise en place de votre prévention, bien sûr, faut que vous preniez en compte tous les autres risques, les rayonnements, l'ergonomie avec les troubles musculo-squelettiques, les machines, le bruit. Vous, en fait, quand vous allez réfléchir à la mise en place d'actions, bah, évidemment, il va pas falloir que l'action que vous allez mettre en place augmente un autre risque. Donc après là, c'est un petit jeu, bah voilà, sur la prévention auquel on peut être habitué. Du coup, au niveau des fumées de soudage, déjà la composition et leur quantité, elle va dépendre de nombreux paramètres. Déjà du procédé de soudage, du diamètre, du fil, des électrodes, des flux, de la composition, en fait du métal d'apport, donc diamètre ou composition, des paramètres de soudage, de la position, de la nature de l'opération. Également, ça va être fonction du gaz protecteur, donc son débit, sa composition. Et enfin, ça va dépendre du métal de base, donc sa composition, mais également ses revêtements. Est-ce qu'il y a de la peinture? Est-ce qu'il y a des solvants? Voilà, ça va déterminer ma composition et mon débit de fumée. Les techniques connexes, c'est un peu le même principe. Ça va dépendre des procédés de coupe. Si je fais du chalumeau, si je fais du plasma, découpe plasma, pareil pour la projection thermique. Encore mon métal d'apport avec des flux, par exemple, dans le brasage tendre. Ça va dépendre également de la composition des fils ou de la poudre pour la projection thermique. Ça va dépendre encore des vitesses de coupe ou des vitesses de projection. Ça va dépendre encore du gaz utilisé pour la coupe, par exemple, et de sa composition. Et après, même principe pour le métal de base et les revêtements qui, là, ne changent pas de toute façon. Au niveau du débit de fumée générée, la quantité est différente selon la méthode de soudage. On voit sur ce graphique 5 types de soudage, et on voit que le fil fourré, c'est la technique qui émet en quantité le plus de fumée, peu importe le type de métal soudé. On voit que le semi-auto va lui émettre plus de fumée au niveau de l'aluminium, et en plus de ces fumées, il y aura également de l'ozone. Et enfin, on voit que le TIG est la technique de soudage qui va émettre le moins de fumée en termes de quantité. Par contre, on le verra juste après, au vu de la dangerosité de certains éléments,
eh bien, il va quand même falloir mettre en place de la prévention. Les techniques connexes, elles sont pas en reste. Il y a également beaucoup de fumées qui peuvent être générées. On vous a mis des exemples ici de l'oxycoupage, donc chalumeau, mais aussi de découpe laser, qui émet beaucoup de fumée, presque à des taux similaires au fil fourré. La composition des fumées de soudage, elle va dépendre principalement de mon métal d'apport, de son enrobage, de sa composition, voilà. Et le reste, eh bien, ça vient du revêtement. Donc mon métal de base et le revêtement. Est-ce qu'il y a de la peinture? Est-ce qu'il y a des graisses, des solvants? Voilà, tout ça en fait, tous ces éléments, lorsqu'ils vont être proches de ma zone de chauffe, vont se volatiliser et du coup rentrer dans la composition de mes fumées de soudage. La composition de fumée de soudage, bon, pour résumer, c'est un mélange de gaz et des poussières dans des proportions différentes. Les proportions vont être différentes en fonction soit du type de soudage, de la technique, soit en fonction des conditions. Les conditions dans lesquelles on soude. Donc les gaz, donc la fraction gaz qu'on retrouve dans les fumées de soudage est principalement issue des gaz protecteurs qu'on utilise pendant les opérations de soudage. Donc c'est un mélange d'argon, de hélium, de dioxyde de carbone. À ces gaz de protection se rajoutent des gaz issus de la dégradation, donc de la transformation de l'air, parce que l'air, donc oxygène et de l'azote, aux proximités du bain de fusion qui est très très chaud, bon, ils vont réagir et ils vont se transformer. L'oxygène va se transformer dans l'ozone et Ludovic va nous expliquer un peu plus loin les effets sur la santé de ces gaz. Et l'azote va se transformer dans des oxydes d'azote, qui pareil sont des gaz qui ont des effets néfastes sur la santé. En plus de ces gaz-là, dans notre mélange, on aura des gaz issus de la décomposition, soit des peintures, soit des revêtements qui peuvent se retrouver à la surface des métaux soudés, tels que Ludovic l'a expliqué tout à l'heure, ou même des gaz issus de la dégradation des différents contaminants qu'on peut retrouver sur la surface du métal à souder. On peut s'imaginer, par exemple, vous avez fait un petit dégraissage juste avant l'opération de soudage, donc il reste des traces des solvants, peut-être que vous avez des traces des graisses, surtout si avant l'opération de soudage, la pièce est passée dans la machine d'usinage, par exemple, ou vous pouvez avoir des traces d'antigratton. Donc, tous ces impuretés, tous ces contaminants vont se décomposer à forte température et générer des gaz toxiques. En plus de la fraction gaz, on a précisé qu'il y a la présence des poussières. Donc, ces poussières ne sont rien d'autre que des particules des métaux et des oxydes métalliques, donc qui provient majoritairement du métal d'apport et en très petite quantité du métal à souder. Ces particules, donc ces poussières, dans vos fumées, vont se retrouver à plusieurs tailles. Donc, il y aura ce qu'on appelle des particules de taille micrométrique, donc ce qui représente la majorité de fumée de soudage. Mais vous allez avoir aussi jusqu'à 15-20% en masse, des particules qui sont très très fines, très petites, de taille nanométrique, donc particules ultra fines qui ont une taille inférieure à 100 nanomètres. Et Ludovic va nous l'expliquer tout à l'heure. Ces particules ont une dangerosité particulière et qui n'est pas encore très bien connue. Peut-être vous avez déjà beaucoup entendu parler dans le média des risques émergents des nanoparticules qui sont de plus en plus répandus sur le marché. On fabrique beaucoup des produits chimiques à base des nanoparticules, mais sachez que dans les activités industrielles, on peut être aussi dans la situation où on va générer au poste de travail des nanoparticules, mais de manière involontaire, comme c'est le cas, voilà, dans le cadre des opérations de soudage. Donc, les fumées vont contenir des nanoparticules. Un autre exemple, c'est dans certaines opérations de meulage, ou encore très très présent dans les opérations d'impression 3D. Quand on fait de l'impression 3D, on génère beaucoup des nanoparticules.
Donc, je disais tout à l'heure que la proportion gaz-poussière peut être différente en fonction de la technique de soudage. Ben, c'est valable aussi dans le cas des techniques connexes. Donc, il y a des techniques connexes où on aura majoritairement une fraction gaz. C'est par exemple le cas du brasage tendre où les fumées de brasage tendre vont contenir principalement des gaz qui sont issus principalement de la décomposition des flux de brasage. Et dans le cas d'autres techniques connexes comme le coupage, la projection métallique ou le meulage, la fraction majoritaire, ben, c'est la fraction poussière. Donc pour connaître la composition et vous allez voir pour deviner la dangerosité de vos fumées de soudage ou de techniques connexes, il faut connaître l'état de la surface à souder, métal propre ou pas propre, et s'il n'est pas propre, il est contaminé avec quoi. Connaître la composition des métaux d'apport, et là, c'est la fiche de données de sécurité qui va vous donner ces informations. N'hésitez pas à la demander à vos fournisseurs, sachez qu'ils sont obligés de vous transmettre les fiches de données de sécurité des métaux d'apport. Vous devez connaître aussi la composition des métaux à souder ou à découper, à meuler. Et ces informations-là, vous les retrouvez dans les certificats matière, dans les fiches techniques des alliages. Donc depuis fin 2017, les fumées de soudage sont classées agents cancérogènes avérés pour l'homme par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, peu importe le type de métal utilisé. Alors ça va concerner les fumées de soudage, mais pas par exemple le brasage tendre. Par contre, il y a également pour tout ça des maladies professionnelles avec plus de 18 tableaux de maladies pro qui sont reconnus en lien avec le métier de soudeur. Ça va surtout dépendre du type de métal utilisé. Ces maladies professionnelles peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour l'employeur. On vous a mis un exemple, voilà, un asthme pro, ça revient à 30 000 €. Sachant qu'après, un salarié qui, par exemple, déclenche une crise d'asthme dès qu'il va atteindre son poste de travail, bah, ça peut entraîner des inaptitudes au poste. Qui dit inaptitude dit aussi gestion du personnel, remplacement sur des métiers, voilà, qui sont parfois difficiles à trouver. Donc, ça peut avoir des impacts assez importants. Et comme Nicoletta en parlait, dans les fumées, il y a des nanoparticules. Donc, c'est un risque émergent dont les effets ne sont pas encore très bien connus. On peut soupçonner un scénario un peu comme l'amiante où dans une vingtaine d'années, on va se retrouver avec des nouvelles pathologies qu'on aura mis en évidence que ce sera à cause des nanomatériaux. Les fumées de soudage, vous avez ici le diamètre moyen des particules et on voit qu'en fait il y en a beaucoup qui sont dans la fraction dite alvéolaire, donc qui va aller assez profondément dans les voies respiratoires. Et on voit que les nanoparticules, donc en dessous de 100 nanomètres, composent une bonne partie de ces fumées et poussières. Au niveau du système respiratoire, donc les fumées sont composées donc de gaz, comme l'a dit Nicoletta. Donc c'est la fraction, ce qu'on voit en jaune ici. Donc le gaz, lui, il va pénétrer profondément dans les voies respiratoires, jusqu'aux alvéoles pulmonaires dans les poumons. Et à partir de là, il va même pénétrer dans le sang et ensuite atteindre des cibles privilégiées selon les différentes substances. Les particules, le fonctionnement est un peu différent, donc c'est les petits points noirs. Selon leur taille, elles vont être retenues plus ou moins loin par les voies respiratoires. En fait, les grosses particules, elles vont être captées dans les voies supérieures et ensuite rejetées par différentes voies. Par contre, les particules les plus fines, dont font partie les nanoparticules, vont aller jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et donc, pour les particules, peuvent provoquer des surcharges pulmonaires. Et les nanoparticules, leur inconvénient, c'est qu'il a été prouvé qu'elles peuvent passer des barrières biologiques. Donc, il peut y avoir des phénomènes de translocation. Par exemple, des nanoparticules à partir des alvéoles pulmonaires qui passent dans le sang. Ensuite, il a été prouvé qu'il peut y avoir des effets cardiovasculaires. Pareil, des nanoparticules qui vont se déposer dans les fosses nasales. Eh bien, il peut y avoir, après passage de des barrières biologiques, des effets neurologiques. Ça, ce sont des effets qu'on connaît actuellement. Il y en aura peut-être d'autres découverts par le futur.
Selon le type de métal ou de gaz utilisé, il y a des effets sur la santé qui sont variables. On peut avoir déjà des irritations, des allergies. Par exemple, on a le chrome, le nickel qui sont des allergisants, des effets de surcharge pulmonaire, de fibrose pulmonaire. On a même certains composés qui sont radioactifs. Pour le TIG, les baguettes de tungstène thorié, le thorium, lorsqu'il est affûté, va émettre des poussières qui sont radioactives. Et il y a également certains composés, certains métaux qui sont cancérogènes. C'est le cas du chrome 6 qu'on retrouve dans l'inox, le cobalt, le nickel. Et c'est principalement sur les poumons et le système ORL. Les gaz sont également dangereux pour certains. On peut avoir des irritations, on peut avoir des phénomènes d'anoxie. Donc c'est diminution du taux d'oxygène dans l'atmosphère de travail. Et certains peuvent être cancérogènes. Donc là, dans ces gaz, on retrouve des oxydes d'azote, de carbone, et ensuite voilà d'autres types de composés. Les fumées de soudage ont une valeur limite d'exposition fixée à 5 mg par mètre cube sur 8 heures, tous métaux confondus. Donc là, c'est la fumée dans sa globalité. Mais après, chaque métaux, pas mal de métaux et certains gaz ont également des valeurs limites d'exposition professionnelle à respecter, et dont certaines sont extrêmement faibles. Le beryllium, le cadmium et le chrome 6 ont des valeurs limites de l'ordre du microgramme par mètre cube sur 8 heures. Pour atteindre ces objectifs, du coup, l'employeur il va devoir mettre en place pas mal de prévention. Et d'ailleurs, pour ces composés beryllium, chrome 6, qui sont des agents cancérogènes, l'employeur il doit mettre toute la prévention en place pour exposer au plus près de zéro ses salariés que techniquement possible. Ça veut dire qu'il va devoir mettre en place la ventilation mécanique générale, de l'aspiration à la source, la protection individuelle pour réduire au maximum l'exposition des salariés. Pour ce qui concerne le brasage tendre, on est sur des températures qui sont très, très en dessous du soudage, donc la fraction particulière sera très minime. Par contre, on a des constituants donc dans la phase gazeuse, notamment le colophane qu'on retrouve beaucoup, qui lui peut entraîner des effets allergisants au niveau respiratoire. On peut avoir des fluorures ou des chlorures, pareil, qui sont contenus dans les flux, qui peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires, et encore d'autres composés. Et certains de ces composés ont des valeurs limites d'exposition professionnelle également. Bon, maintenant qu'on a fait, donc on a fait un petit passage sur la dangerosité des produits, on va voir ensemble quelles sont les étapes clés de la démarche de prévention et surtout de la démarche d'évaluation du risque chimique des fumées de soudage. Grosso modo, pour pouvoir choisir les actions de prévention les plus adaptées aux situations de travail de vos salariés, il est donc indispensable de faire une analyse très rigoureuse de ces situations de travail. C'est-à-dire, vous allez devoir aller sur le terrain, observer les soudeurs en train de travailler, échanger avec eux pour mieux comprendre quelles sont leurs contraintes au poste, les difficultés. Parfois, ils peuvent avoir même des suggestions d'amélioration. Et finalement, vous allez voir, dans cette analyse des postes, dans cette analyse des situations de travail, il y a 5 paramètres que vous devez évaluer. Vous devez regarder tout d'abord le poste de travail et plus précisément l'implantation du poste de travail dans l'atelier. Parce qu'en fonction de ça, vous n'allez pas choisir peut-être les mêmes aspirations à la source. Vous allez regarder aussi la mobilité des postes de travail. Est-ce que il y a plutôt des postes mobiles et ce sont les salariés qui bougent dans l'atelier d'une pièce à autre, ou est-ce que ce sont plutôt des postes fixes et dans ce cas-là, sont les pièces qui se déplacent et qui arrivent au soudeur. Vous allez regarder aussi le positionnement des pièces pendant la soudure. Est-ce que le salarié doit changer souvent la position de la pièce pour finaliser sa soudure? Est-ce que justement le salarié a à disposition de l'aide au soudage, peut-être des vireurs pour tourner les pièces, peut-être une potence pour réduire
le poids de la torche aspirante. Est-ce qu'il y a des équilibreurs, pareil, pour aider à la manutention de la torche. Vous allez devoir regarder aussi la posture du soudeur pendant qu'il réalise son soudage. On voit souvent des salariés qui vont souder accroupis ou même à genoux ou dans des positions très contraignantes. Bah, tous ces éléments-là doivent être pris en considération parce que vous n'allez pas choisir le même type de protection en fonction de la position de soudage. Ludovic va nous l'expliquer tout à l'heure. Dans certains cas, il y a des aspirations à la source qui peuvent même ne pas être efficaces dans certaines positions de soudage. Deuxième paramètre que vous allez regarder, ce sont les pièces. Vous devez faire comme une sorte de cartographie des pièces qui sont soudées dans vos ateliers. Est-ce que c'est plutôt des petites pièces, des grandes pièces quelle est la forme des pièces? Est-ce que vous êtes plutôt sur des pièces dites pleines, compactes, ou est-ce que vous êtes plutôt sur des pièces creuses qui vont laisser passer l'air, donc qui vont avoir du coup une certaine perméabilité à l'aspiration. Vous allez du coup vous poser la question, est-ce qu'on, dans mon entreprise, est-ce qu'on fait plutôt du soudage en série, des pièces assez similaires, voire identiques, ou est-ce qu'on est plutôt sur du sur-mesure, des pièces des formes très très variées? Est-ce qu'on soude plutôt sur des pièces avec du métal propre ou est-ce qu'on a plutôt des revêtements, des peintures? Troisième paramètre à regarder, c'est la technique de soudage ou la technique de coupage. Hein. On l'a vu avec Ludovic, ça a un grand impact sur la quantité et la composition des fumées de soudage. Donc, vous allez regarder, est-ce que mes salariés font du TIG ou est-ce qu'ils font du MIG aussi? S'ils font du TIG, est-ce que c'est plutôt du TIG orbital ou est-ce que c'est du TIG manuel? Est-ce qu'ils utilisent un métal d'apport ou pas? Vous allez regarder, poser plutôt des questions. Est-ce que les paramètres de soudage sont imposés ou est-ce qu'ils sont modulables? Ça aussi, ça va vous donner plus ou moins de, de liberté dans le choix des actions de prévention. Vous allez regarder le gaz de protection, le type de cordon, est-ce que on est plutôt sur des cordons longs, plutôt cordons ascendants, descendants, ou est-ce que c'est plutôt soudage par point? Donc tous ces paramètres vont influencer, vont vous limiter plus ou moins dans le choix des actions de prévention que vous pouvez mettre en place. Quatrième paramètre à analyser, ce sont les soudeurs eux-mêmes. Déjà, comprendre, est-ce que mes salariés font que du soudage? Ou est-ce qu'ils alternent entre du soudage et des techniques connexes? Ils font un peu de meulage ou beaucoup du meulage. Ils s'arrêtent pour faire de contrôle qualité par suage. Voilà, tous ces éléments, pareil, sont très importants parce que ça va vous impacter notamment le type de protection individuelle à mettre en place. Vous allez aussi faire un point sur leur formation. Est-ce qu'ils ont été bien formés? Est-ce qu'ils utilisent correctement le matériel qui est à leur disposition? Vous allez aussi vous questionner sur le nombre d'opérateurs. Parce que si vous avez deux soudeurs ou si vous en avez 12, vous n'allez pas faire le même type d'investissement. Vous allez aussi voir est-ce qu'ils partagent les équipements de travail. Ça aussi, ça va impacter le choix des actions de prévention. Et le dernier paramètre que vous allez regarder, c'est l'organisation générale des flux dans l'atelier pour voir potentiellement, voilà, peut-être qu'il y aura des améliorations à faire. Donc, une fois l'analyse de tous ces paramètres finalisés, vous allez finalement pouvoir choisir vos actions, vos solutions techniques, soit pour réduire les émissions, soit pour aspirer à la source. Vous pouvez même faire les deux en même temps. Ces solutions techniques vont être sans doute accompagnées par des solutions de mise à disposition de pays respiratoires adaptés et systématiquement, il faut avoir aussi une ventilation mécanique générale. Une fois votre choix fait, l'étape clé suivante, c'est la rédaction de cahier de charge. Et on va en parler un peu plus loin dans la présentation. C'est un élément très important parce que dans le cahier des charges, vous devez noter de manière très claire et très exhaustive quels sont vos besoins,
et quelles sont vos attentes en termes de aspiration à la source ou ventilation mécanique générale pour pouvoir après donc transmettre ce cahier des charges à vos fournisseurs, à vos prestataires et eux, sur la base de ce cahier des charges, vont vous faire un devis avec une proposition précise de solutions techniques, avec un dimensionnement des installations d'aspiration de ventilation. Et vous allez faire votre choix, à la fois du point de vue économique, mais aussi en termes d'efficacité annoncée par ce prestataire. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de toujours tester en conditions réelles de travail les solutions qui sont proposées finalement dans le devis par vos prestataires. Jamais signer le contrat avant de tester en conditions réelles de travail. Vu la grandeur de l'investissement, les fournisseurs généralement prêtent du matériel pendant plusieurs jours pour pouvoir le tester dans votre établissement. Et bien, une fois testé le matériel et s'il répond réellement à vos besoins sur le terrain, vous pouvez procéder à l'achat du matériel. Donc là, comme on peut le voir, c'est une démarche quand même assez complexe. Donc nous, on vous conseille de ne pas travailler seul, mais plutôt travailler en mode projet, un groupe de travail transverse idéalement, où vous avez à la fois le responsable QHSE, le responsable soudage ou le chef d'atelier, la direction. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, faire aider ce groupe de travail par des spécialistes du soudage ou du meulage. Vous avez des spécialistes que vous pouvez solliciter donc auprès de la CARSAT, auprès d'AGMETRA aussi, nous spécialistes chimiques ou même des ergonomes, vous pouvez bénéficier du double accompagnement simultanément. Et parfois même les fournisseurs peuvent être une bonne source de conseils, à condition de choisir le bon fournisseur. Et Ludovic va nous l'expliquer un peu plus loin dans la présentation. Et bien évidemment, il faut nommer un pilote pour animer, coordonner tout ce petit projet. Du coup, avant de continuer, alors on n'a pas de questions actuellement. Si vous en avez, c'est le moment. Sinon, n'hésitez pas à envoyer vos questions et on y répondra de toute façon à la fin de la présentation. A priori, il n'y a pas... Mais du coup, on revient juste avant. On va aller sur les axes de prévention. Donc, comme l'a dit Nicoletta, on a 4 axes. On a la réduction des émissions. On a le captage localisé, donc c'est tout ce qui est aspiration à la source. On a la ventilation générale et enfin on a les EPI et règles d'hygiène. Sur le soudage, on va le voir tout à l'heure, on va le voir par la suite. C'est compliqué d'avoir un type de prévention qui soit 100% efficace. Il va falloir cumuler, surtout au niveau, en fait, il y a tellement de techniques, tellement de paramètres différents qu'il va falloir piocher par-ci par-là des solutions qui vont permettre d'avoir une exposition des salariés la plus réduite possible. On va commencer donc par la réduction des émissions. Il existe plusieurs solutions. En premier lieu, on l'a vu tout à l'heure, le revêtement du métal d'apport est important, voilà, d'avoir quelque chose de propre. Donc pour travailler sur des pièces propres, déjà on va essayer de stocker les pièces à l'abri, ce qui évite les phénomènes de rouille, par exemple. On va essayer de préparer les pièces en amont des phases de soudage. Donc, il existe des tonneaux débavurage qui font ça de façon automatique. Il y a également, on peut également faire du grenaillage ou préparer, voilà, encore avec un autre type de machine pour les bavurages, ce qui permet d'avoir des pièces propres avant les phases de soudage. Ensuite, sur le MAG notamment, le CO2, donc le dioxyde de carbone, est un paramètre qui, plus il y en a et plus il y a de quantité de fumée générée. Il existe des solutions. Le mélange classique binaire, c'est CO2 avec de l'argon, qui est généralement vers 18%. Il est possible, sur certains cas, de diminuer jusqu'à 8% la part de CO2 dans le mélange. Ça existe aussi des mélanges ternaires, donc argon, CO2 avec du dioxygène. Là, pour ce type de choses, il faut se rapprocher du fournisseur, voir ce qui existe et tester pour voir si ça répond à vos exigences qualité, parce que c'est la principale chose à laquelle il faut que vous répondiez en tant qu'entreprise, c'est la qualité client. Mais du coup, n'hésitez pas à tester ce type de solution.
Ensuite, sur le choix du métal d'apport, on a vu que le métal d'apport, c'est 95% de ma composition des fumées. Donc je vais essayer d'avoir un métal d'apport le moins toxique possible. Il y a une norme qui existe avec et qui est reprise dans les fiches de données de sécurité des métaux d'apport, notamment dans le paragraphe 10, et on vous met en annexe un document pour vous aider à comprendre un peu ce paragraphe. Ensuite, au niveau du fil fourré, on a vu que c'était la technique de soudage la plus émissive en termes de quantité de fumée. Alors déjà parce que il y a une nécessité d'avoir du CO2 en grande quantité, en plus grande quantité, et du coup ça va augmenter la quantité de fumée. Et également dans les fils fourrés, il y a une composition qui est très complexe, et ce qui fait qu'il y aura un peu un effet cocktail entre les différents composants, entre les différents polluants dans mes fumées. Donc nous, on préconise d'avoir plutôt du fil plein qui va être moins émissif que ce fil fourré. Ensuite, concernant le TIG, donc je l'ai dit tout à l'heure, le thorium est radioactif. Enfin, les poussières de thorium sont radioactives, ce qui fait que le but, c'est de ne pas en avoir. Après, on sait qu'il y a certains clients, notamment le nucléaire, qui impose ce type d'électrode. Et du coup, là, le but, ça va être déjà de choisir une électrode avec un faible taux de thorium, si c'est possible, ou alors le remplacer, même voir si avec le client c'est possible. Donc, on vous a mis un petit document avec les différentes couleurs des électrodes. Il y a une fiche d'ailleurs d'aide à la substitution qui existe, qui a été créée par l'INRS. Donc là, vous avez les infos. Et si vous n'avez pas le choix, après que vous ayez du thorium ou pas d'ailleurs, il existe des affûteuses automatiques, comme ça, là, ce que vous avez là. C'est un équipement qui coûte entre 800 et 1000 euros. Donc c'est un investissement, on va dire, raisonnable. Surtout, en fait, cet équipement, il va garder en fait toutes les poussières lors de l'affûtage de l'électrode. Et en plus, le résultat, la qualité d'affûtage est nettement supérieure à un simple meulage classique. Ensuite, on va essayer concernant les antigratons, si vous en utilisez, d'utiliser des antigratons sans dichlorométhane. Le dichlorométhane, c'est un générateur de phosgène. Ça veut dire que le phosgène, c'est le gaz moutarde de la Première Guerre mondiale. Donc, irritation des yeux, des voies respiratoires assez importantes. Ce dichlorométhane, vous pouvez identifier s'il est dans votre mélange, dans votre antigraton, dans la fiche de données de sécurité, dans la rubrique 3, qui est la composition. Et du coup, il existe des antigratons juste à base aqueuse qui fonctionnent très bien. Ensuite, sur les techniques connexes, on a vu que on sait que le meulage, ça produit énormément de poussière. Et du coup, sur tout ce qui est mise en place des chanfreins, là, on conseille d'avoir des machines à chanfreiner. Donc c'est la photo qui est à gauche. Ça va faire en fait des copeaux et pas de poussière. En plus d'améliorer la phase risque chimique, on va dire, avec les poussières, ça va également améliorer l'ergonomie, avec notamment les troubles musculo-squelettiques. Les salariés ont beaucoup plus de facilité à travailler avec ce type d'équipement. Évidemment, c'est pas possible d'éliminer toutes les phases de meulage. Du coup, on conseille d'avoir des meuleuses avec des aspirations intégrées. Donc en fait, il y a un espèce de cache en noir là qu'on voit qui est branché sur soit votre aspiration centralisée si vous en avez une, soit sur un aspirateur avec une filtration haute efficacité. Et ça permet de capter la plupart des poussières émises lors des phases de meulage. Enfin, sur le brasage tendre, dans la plupart des secteurs d'activité, c'est maintenant interdit d'utiliser du plomb dans les fils, dans les métaux d'apport. Mais il y a encore certaines exceptions, notamment les soudures à haute température de fusion et aussi dans la télécommunication. Si vous utilisez des fils avec du plomb, là, il va falloir travailler à des températures, ne pas dépasser les 250 degrés pour être sûr qu'il n'y ait pas de particules de plomb dans mes fumées. On évite également, si vous avez du plomb, d'avoir des chlorures dans vos flux. Donc ça, c'est pareil dans la rubrique 3 de votre fiche de données de sécurité que vous pouvez le voir, parce que le chlorure de plomb, il est plus volatile. Ça veut dire qu'il va se volatiliser à des températures plus faibles. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, la colophane, c'est un allergisant respiratoire. Ce qui fait qu'on va essayer d'éviter d'avoir ce type de flux afin d'éviter d'avoir des fumées qui vont être allergisantes.
Donc tout ce qui nous avec tout ce qui nous a expliqué Ludovic, ben, vous pouvez essayer du coup de réduire vos émissions, mais on est bien conscient que vous n'avez pas pouvoir tout minimiser en termes d'émissions, donc il faudra en plus venir avec des actions supplémentaires pour capter, donc pour aspirer la fumée qui est dégagée et ainsi réduire l'exposition par inhalation des salariés et donc ainsi réduire le risque. Donc pour avoir une aspiration à la source qui fonctionne bien, il faut qu'elle soit adaptée, il faut qu'elle soit performante et il faut qu'elle soit gérée. Maintenant, quand on dit captage localisé ou aspiration à la source adaptée, ça veut dire qu'il faut bien choisir le type de capteur. Donc, il doit être adapté au type de pièces que vous soudez, des grandes pièces, des petites pièces, à la mobilité du poste, à la technique de soudage que vous utilisez et le capteur doit être aussi adapté à la position de soudage. Vous reconnaissez sans doute, sont des petits éléments que j'ai déjà cités comme devant être analysés dans la démarche d'évaluation du risque chimique. Quand on dit qu'une aspiration à la source doit être performante, ça veut dire que le ventilateur qu'on va choisir du coup pour brancher dessus via des tuyaux le capteur, donc ce ventilateur doit être suffisamment fort pour avoir une bonne vitesse d'aspiration au point d'émission des fumées de soudage. Donc il faut avoir un débit d'air suffisant. L'idéal, ça serait pour que le réseau soit suffisamment performant, c'est d'avoir aussi une alarme qui vous alerte. Est-ce que y a un problème avec le ventilateur? Est-ce que mes filtres sont colmatés? Voilà. Après, en termes de gestion, il ne faut pas oublier qu'il faut assurer un entretien du captage localisé, une maintenance préventive. Et ces éléments sont d'autant plus importants que vous allez être sur des investissements qui ne sont pas négligeables. Donc, vous avez intérêt à garder en très bon état le captage, le système d'aspiration à la source pour prolonger sa durée de vie. Et il ne faut pas oublier la vérification périodique, donc au moins une fois par an, qui est une obligation réglementaire. Le captage localisé, en fait, pour qu'il soit le plus efficace possible, donc il faut l'installer au plus près de la source d'émission, suffisamment près pour éviter que les fumées pénètrent dans la zone des voies respiratoires des salariés, et suffisamment près pour éviter la dispersion de ces fumées dans l'air ambiant et de cette manière polluer les collègues qui sont en train de travailler sur un autre poste à côté. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les systèmes d'aspiration localisés donc, sont généralement des systèmes en dépression, ce qui fait que la vitesse d'air aspiré décroît avec la distance. Donc, plus on s'éloigne de la source d'émission, plus la distance entre mon capteur et la source d'émission de fumée est grande, plus la vitesse diminue. C'est un peu comme votre aspirateur à la maison quand vous faites le ménage. Ce que j'aimerais que vous reteniez aussi aujourd'hui, c'est qu'une aspiration localisée, ce n'est pas la solution miracle, malheureusement. Un captage localisé en fonction du type de capteur que vous utilisez, en fonction de la puissance du ventilateur que vous utilisez, peut apporter un bénéfice au soudeur de 20-60%. Ça veut dire qu'au maximum, vous allez aspirer au poste 60% de fumée. C'est pour ça que nous, on vous conseille d'utiliser systématiquement, en complément de l'aspiration localisée, des EPI respiratoires et une ventilation mécanique générale. Et cela parce que le captage localisé limite la pollution ambiante, donc il va retenir, on va dire, les 60% de la poussière, mais le reste de 40% de fumée, va se répandre dans l'atelier. Donc, si vous la laissez s'accumuler, la pollution va se concentrer dans votre atelier et vous allez exposer tout le monde. C'est pour ça qu'il faut l'évacuer. Et la solution pour l'évacuer, c'est la ventilation générale. Donc, compte tenu de tous ces éléments que je viens de décrire, vous vous rendez compte, bien évidemment, que le captage localisé, c'est juste
voilà, un objectif de moyen, ce n'est pas ça vous permet pas d'atteindre un objectif de résultat tel que le respect de valeurs limites d'exposition professionnelle des fumées de soudage, d'autant plus que Ludovic nous l'a expliqué tout à l'heure, il y a certains polluants mais qui ont des VLP très très faibles. Donc du coup, en complément du captage localisé, il faut utiliser des équipements de protection respiratoire et ventilation mécanique générale. Dans le choix de l'aspiration localisée, il y a une étape clé. Et cette étape clé, on l'a déjà précisé, c'est l'analyse de l'activité, l'analyse du travail réel. Cette analyse va vous permettre de comprendre est-ce que vos salariés travaillent plutôt dans la configuration, c'est la pièce qui va au soudeur, donc vous avez des postes de soudage qui sont fixes et ce sont les pièces qui arrivent à fur et à mesure au poste de soudage, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une configuration où c'est le soudeur qui va à la pièce, c'est-à-dire vous avez des postes de soudage mobiles et c'est le salarié qui papillonne dans l'atelier d'une pièce à l'autre pour faire ces opérations de soudage. Et c'est ce qui arrive si vous soudez plutôt des grandes pièces volumineuses qui sont difficiles à déplacer. Et c'est ce qui arrive aussi du coup sur les chantiers. Sur les chantiers, vous êtes plutôt dans une configuration, le soudeur va à la pièce. Par contre, vous allez vous rendre compte, donc là, si vous réfléchissez un peu à l'activité de soudage dans vos ateliers, vous allez sans doute vous rendre compte que dans la majorité de cas, vous êtes sur une situation mixte, que vous avez à la fois des postes fixes, mais aussi vous avez des situations de travail où c'est le soudeur qui va à la pièce. Donc ça veut dire que dans le choix des captages localisés, vous allez être amené à utiliser des solutions qui répondent aux deux configurations. En termes des captages localisés, qu'on va passer en revue aujourd'hui avec vous, donc je crois qu'on a 8 ou 9 captages localisés à passer en revue ensemble, et vous allez voir, certains de ces solutions donc sont compatibles avec la configuration le soudeur va à la pièce, mais c'est pas le cas des toutes. En plus, certaines de ces solutions techniques qu'on va vous présenter sont compatibles avec la technologie haute dépression. Et l'avantage de cette technologie haute dépression, c'est que ça va vous permettre de fixer sur votre réseau aussi des aspirateurs pour pour assurer le nettoyage des ateliers en toute sécurité de salariés, sans remettre en suspension des poussières. Donc le premier moyen de captage localisé qu'on va voir, ce sont les torches aspirantes. Si Ludovic peut nous les présenter. Ouais. Les torches aspirantes, c'est un système qui est mobile. Ça veut dire que le soudeur peut aller à la pièce. C'est utilisable dans de nombreux types de soudure, peu importe la taille des pièces. Par contre, ce qui va avoir un impact fort sur l'efficacité, c'est l'angle de soudage. La torche, comment ça fonctionne? En gros, vous avez sur le petit schéma votre métal d'apport à l'intérieur avec en rouge le gaz de protection et en fait il y a une buse juste au-dessus qui est la buse d'aspiration. Donc si votre soudeur soude de façon verticale à la pièce, eh ben les fumées, comme elles vont vers le haut, elles vont naturellement être plus facilement aspirées par la torche. Par contre, plus je vais pencher ma torche par rapport à ma pièce, plus l'effet ascendant des fumées va l'emporter sur mon aspiration, parce que mon aspiration de ma torche, si je la mets trop fort, ça risque d'aspirer mon gaz de protection, par exemple. Ces systèmes existent pour plusieurs types de techniques de soudage. Si tu peux passer. Merci. Principalement pour le MIG-MAG, il y a plusieurs fournisseurs. On vous en a mis trois types de torches différentes sur du MIG-MAG, mais ça existe aussi sur le TIG. Il y a un ou deux fournisseurs qui proposent ce type de torches. Ces torches, donc le TIG, on a vu, ça émet moins de fumée. Par contre, dans certaines conditions, ça va être nécessaire. Et ça, c'est notamment en milieu confiné. Si vous soudez par exemple dans des cuves ou dans des viroles, déjà il y a un risque d'accumulation des gaz qui fait une diminution du taux d'oxygène et donc un risque d'anoxie. Il va y avoir également un phénomène d'accumulation des poussières puisque mes fumées ne vont
s'échapper moins facilement. Et du coup, voilà, mon salarié aura la tête vraiment dans ces fumées et du coup avec un effet sur la santé, mais également sur la soudure puisqu'il pourra moins voir son bain de fusion. C'est valable aussi pour tout ce qui est soudage sur aluminium. L'aluminium dégage plus de poussière et également il va y avoir dégagement d'ozone. Il y a des craintes sur l'utilisation des torches et des limites. Par exemple, si vous avez des pièces vraiment très étroites, des zones à souder très étroites, la torche en effet peut avoir des difficultés pour passer. Sur les phases de pointage, on peut avoir une crainte au niveau de l'efficacité de captage parce que comme on va souder de façon très courte, l'aspiration n'a pas le temps de se mettre en place et pareil, je vais me déplacer fréquemment et comme je vais arrêter ma torche assez rapidement, si j'ai des produits de dégradation qui émanent après, il n'y aura pas d'aspiration. Pour ça, il y a des solutions qui existent. La première, pour tout ce qui est pointage, c'est on peut mettre la turbine en marche forcée, c'est-à-dire qu'elle va tout le temps fonctionner pendant ma phase de pointage, donc il y aura toujours l'aspiration, et on peut même mettre une petite temporisation pour les dernières émanations. Pour tout ce qui est aspiration, crainte d'aspiration du gaz de protection, donc qui entraîne des problèmes qualité. Il y a des clapettes de décompression qui peuvent être mises sur les poignées, ou alors la solution qui existe, c'est aussi augmenter la quantité le débit de gaz de protection. Enfin, la torche, elle est plus lourde qu'une torche classique. Du coup, au bout d'un moment, si mon soudeur soude toute la journée, il peut y avoir des difficultés. Il existe des bras équilibreurs, comme sur les photos suivantes, où vous avez en fait une potence avec le poste de soudage accroché et ensuite des équilibreurs qui vont permettre de sous-peser votre système et du coup vraiment alléger la charge du salarié. Comme tout équipement, une torche, ça s'entretient, ça se nettoie régulièrement. Il y a des vérifications périodiques à faire comme tout système d'aspiration. Il faut également entretenir la turbine sur laquelle elle est branchée. Il y en a d'ailleurs certaines qui sont équipées d'alarmes, ce qui est plus facile pour suivre la saturation des filtres. Évidemment, l'entretien prolonge la durée de vie de ma torche, de mon équipement. Si j'ai une diminution de l'aspiration, je vais moins voir mon bain et du coup avoir une baisse de la qualité de ma soudure. Pour mettre en place ce type d'équipement, bien sûr, faut se rapprocher de fournisseurs qui tiennent la route. On vous mettra en annexe la liste des fournisseurs qui sont agréés par la CARSAT. Alors CARSAT Rhône-Alpes. La CARSAT Rhône-Alpes, ça permet, en fait, ils ont validé certains fournisseurs et du coup, qui sont spécialisés dans ce domaine et qui répondent aussi à pas mal d'exigences, notamment, on le verra tout à l'heure, pour constituer votre dossier d'installation, on sait que ceux-là, ils donnent les bons documents et tout ce qui est nécessaire pour vous. Pour mettre en place ce type de solution, bien sûr, il faut associer les utilisateurs au choix. Si un soudeur, vous lui mettez une torche aspirante dans les mains, sans rien lui dire, il va pas être très content et il va pas l'utiliser. Déjà, en amont de ces tests, il faudra former les salariés sur la dangerosité des fumées de soudage notamment et sur l'utilisation de ces torches. Parce que au moins mon salarié, il saura pourquoi on lui demande d'utiliser ça. S'il sait que c'est pour sa santé à lui, il sera plus à même de participer. Ça après c'est un peu comme tout équipement, tout pays généralement, voilà, qu'il faut faire tester. Ces tests, il faut les faire sur au moins un poste entier parce que c'est des habitudes à prendre, il faut s'adapter. Et ça c'est notamment vrai pour le TIG où la torche c'est vraiment la prolongation de la main du soudeur et du coup la phase d'adaptation est un peu plus longue. Les fournisseurs peuvent vous mettre à disposition des torches pour faire des tests. Faudra souder également sur tout type de pièces pour que vous ayez vraiment toutes les configurations possibles, les plus contraignantes, pour voir si ça fonctionne pour tout. Et pour les choses pour lesquelles ça fonctionne pas, faudra trouver d'autres solutions. Nous, on vous met à disposition une fiche de traçabilité des essais qui vous permet de suivre des paramètres, la prise en main, la maniabilité. Donc en fait,
chaque salarié, parce qu'il faut faire tester à plusieurs salariés, hein, si vous en avez plusieurs sur le poste, parce que chaque salarié est différent, va noter factuellement, à la fin de son essai, les paramètres, si c'est très bien, bien, et ensuite, bah voilà, sur les différentes torches, parce que si vous étalez vos essais de 2-3 torches sur 3 mois, au troisième mois, votre salarié il va pas du tout se rappeler comment était la première. Voilà, ça vous permet de prendre une décision factuelle. Et on vous a mis derrière cette petite fiche des points de vigilance. C'est des problèmes qui sont rencontrés régulièrement pendant l'utilisation. Et du coup, on vous a mis des petites solutions qui existent, qui permettent voilà de répondre à tout ça et que ce matériel ne soit pas rejeté directement par le salarié. Le deuxième captage localisé qu'on va passer en revue avec vous aujourd'hui, ce sont les capteurs laminaires. Et on vous a mis plusieurs photos à l'écran pour voir un tout petit peu à quoi ça ressemble. Un des grands avantages des capteurs laminaires, c'est qu'ils sont compatibles avec les réseaux haute dépression. On peut voir les capteurs laminaires existent en petite taille, grande taille, donc il y a des modèles différents. Sont compatibles avec toutes les techniques de soudage. Ça, c'est aussi un point fort de ce capteur, de ces captages localisés. Ils ont une contrainte d'ajustement pas très grand pour le soudeur. Donc, le soudeur, il sera pas amené à le déplacer trop souvent, comme ça peut être le cas, par exemple, pour le bras aspirant. Ludovic va rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ça plus loin dans la présentation. Et cela parce que les capteurs laminaires, en fait, ils ont une couverture plus grande de la zone aspirée. Ils ont aussi l'avantage de pouvoir être utilisés pour les soudages à l'établi, sur des petites pièces, soudage manuel, ou peuvent être utilisés sur des postes robotisés, comme on peut voir ici dans cette photo, et peuvent être utilisés même sur des postes robotisés où toute la partie manutention des pièces est faite par des ponts roulants, parce qu'on peut les positionner de telle manière à ne pas gêner le mouvement des ponts roulants. Les capteurs laminaires, si on veut les déplacer, on peut les déplacer facilement et en plus, on peut bricoler un tout petit peu le système d'aspiration. On vous a mis ici une photo, un exemple. Donc là, vous avez le capteur laminaire avec le tuyau connecté au ventilateur et vous remarquez le capteur, il se repose sur une petite tige. Cette tige, elle peut être munie des roulettes et donc ce qui fait que le salarié qui est dans cette photo, lui, il fait sa soudure à ce bout du tube et dans un deuxième temps, il doit souder l'autre bout du tube. Il a qu'à pousser son capteur laminaire sur roulette pour le déplacer facilement dans l'atelier. Et encore mieux, sachez que ce type de dispositif, ces tuyaux peuvent être fixés sur des enrouleurs, ce qui fait que vous n'aurez pas trop des tuyaux un peu meulés au sol. Donc, ça vous permet d'avoir une zone de travail bien rangée. Par contre, les capteurs laminaires, comme ils ne peuvent pas être la solution miracle, comme on disait plus tôt dans la présentation, ils ont aussi des limites d'utilisation, ces capteurs laminaires. Et la principale, c'est qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour les activités de meulage, parce que la vitesse de projection des particules pendant le meulage est trop importante, et donc le capteur laminaire ne va pas réussir à les retenir et à les aspirer. Donc, du coup, le capteur laminaire, potentiellement, c'est pas une très bonne solution si vous avez un poste auquel le soudeur fait majoritairement du meulage. D'où l'importance d'analyser les situations de travail réelles sur le terrain pour vos opérateurs. Un autre avantage du capteur laminaire, c'est qu'on peut les brancher sur les mêmes turbines sur lesquelles on branche les turbines autonomes sur lesquelles on branche les torches aspirantes. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre en place des configurations d'aspiration différentes sur la base du même matériel. En plus, si vous avez des turbines qui sont double sortie, vous pouvez brancher donc en même temps 2 torches aspirantes et donc faire bénéficier de l'aspiration à la source de soudeurs.
ou vous pouvez brancher deux capteurs laminaires sur la même turbine et pareil, faire bénéficier de la protection de soudeurs différents, peut-être dans une configuration de travail différente que celle dans laquelle vous avez préconisé la torche aspirante. Par contre, on a juste une petite point d'alerte à vous transmettre. Il ne faut jamais brancher sur la même turbine un capteur laminaire et une torche aspirante. C'est parce qu'on a donc du coup des capteurs différents, donc ils ont des ouvertures d'aspiration différentes, ce qui va faire que votre installation d'aspiration va être déséquilibrée et au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez aspirer seulement au niveau du capteur laminaire parce que l'ouverture elle est plus grande et donc le salarié qui est en train d'utiliser sa torche branchée sur la même turbine, bah il va pas bénéficier de grand chose. C'est un peu comme la théorie des vases communicants. Donc voilà, petit point de vigilance. Troisième type de captage localisé, un peu plus exotique parce qu'on ne le voit pas souvent sur le terrain, c'est le gabarit aspirant. Donc pareil, on vous a mis un peu voilà, des photos pour vous permettre à vous projeter. Donc un gabarit aspirant, c'est quoi? C'est bon, on a une gaine centrale d'aspiration, donc voilà, on la voit, hop, sur laquelle on va brancher plein des petits tubes aspirants. Et ces tubes vont venir aspirer la fumée au point du soudage. Donc ça veut dire pour que le gabarit soit efficace, il ne faut la distance entre le point d'aspiration et le point où je soude, la distance ne doit pas être supérieure à 10 cm. Donc ça veut dire que le gabarit doit être construit sur mesure pour la forme et la dimension des pièces qui sont soudées. Donc ça veut dire que le gabarit est une solution d'aspiration à la source qui est adaptée mais au travail en série. Si vous faites du soudage des pièces en série, donc vous avez 3 types de pièces dans votre entreprise et vous soudez que ça, bah dans ce cas-là, vous allez vous fabriquer 3 types de gabarits qui sont spécifiques à chaque type de pièce et vous allez les utiliser. Par contre, si vous avez une grande variété des pièces à souder, le gabarit n'est pas la bonne solution parce que du coup ça veut dire que les coûts de fabrication des gabarits vont être très importants parce que vous allez en avoir 10-15 modèles différents et vous allez avoir aussi des problèmes de stockage. Parce que, bon, au moment où vous allez souder telle ou telle pièce et pas les autres modèles, ben, les gabarits, pour les pièces qui ne sont pas soudées, ben, vous devez les stocker quelque part. Donc, vous pouvez vite vous retrouver avec des problématiques de stockage. Après, nous, on a eu des remontées des adhérents qui nous disaient oui, mais les gabarits, c'est un peu compliqué. Même si on fait du soudage en série, ça reste compliqué parce que la pièce, on doit changer de position la pièce pendant qu'on la soude. Et c'est un peu difficile le niveau manutention avec les gabarits aspirants. Bah, on vous rassure, sachez qu'il y a des gabarits aspirants auxquels on peut intégrer des systèmes de basculement ou des rotations des pièces, donc ce qui fait que vous n'aurez plus ces difficultés d'ergonomie. Il y a aussi des adhérents qui nous disent oui, mais les gabarits souvent sont imposants, pour les déplacer c'est très compliqué. Sachez que de la même manière que les capteurs laminaires, les gabarits aspirants, vous pouvez les fixer sur des roulettes et les pousser facilement dans vos ateliers. Donc, hop. Alors maintenant, les bras aspirants, donc il y a plusieurs configurations possibles. Il y en a qui sont installés sur des rails, il y en a qui sont fixés directement. Et ensuite, on a la troisième configuration qui est le bras aspirant mobile. Il y a une belle petite croix, ça c'est parce que c'est déconseillé d'utiliser ce type d'aspiration parce que ça fonctionne en mode recyclage. C'est-à-dire que les fumées vont passer à travers un filtre et ensuite vont être rejetées directement dans l'atelier. Comme les fumées de soudage, on l'a dit tout à l'heure, sont classées cancérogènes avérées, eh bien, ce n'est pas préconisé d'avoir un mode recyclage. Par contre, ce type d'équipement, ça peut servir. Par exemple, si votre installation fixe tombe en panne, ce qui arrive, c'est quand même une solution qui permet de dépanner. Pareil, s'il y a certaines phases de travail où il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser ça, c'est toujours mieux que rien. Par contre, si vous l'utilisez, là, il va falloir suivre le suivi des filtres, la gestion des filtres. Donc, pour ce qui est filtre à particules,
Généralement, ces équipements sont équipés d'alarmes. En tout cas, c'est ce qu'on recommande, ce qui permet de savoir quand est-ce que le filtre est saturé. Par contre, pour tout ce qui est fraction gaz, les filtres à particules, ils retiennent pas les gaz. Et les filtres qui retiennent les gaz, ce sont des filtres à charbon actif. Et actuellement, on n'a pas de solution pour détecter si un filtre à charbon actif est saturé. Et à partir du moment où ces filtres sont saturés, ils vont laisser passer tous les gaz, toute la fraction gaz va passer à travers, mais ensuite va ressortir tel quel dans l'atelier. Les bras aspirants, ils sont utilisables pour toutes les techniques de soudage. Donc là, pareil, pour tout ce qui est meulage, ça va pas fonctionner non plus parce que la projection des poussières et la vitesse de projection est trop élevée pour être captée par un bras aspirant. Le capteur, pour être efficace, il doit être positionné à moins de 20 cm de votre source d'émission des fumées. Donc ça veut dire que même sur une grande pièce, si vous soudez à peu près au même endroit, ça va aller. Par contre, si vous avez des cordons de soudure qui sont très longs, eh bien là, ça va moins convenir parce que votre soudeur, quand il est un peu dans son monde avec sa visière où il voit pas grand-chose, eh bien, il va pas penser à sans cesse rapprocher son bras aspirant de sa zone de soudure. Par contre, ce qui peut être fait dans ce cas-là, c'est soit mettre une lampe sur le bras aspirant pour l'aider et du coup, ça peut aider, ou sinon mettre son carquois dans lequel il range ses baguettes. Comme ça, de temps en temps, il va se dire « Ah, au fait, faut que je change ma baguette, mais il faut que je rapproche mon bras. » Voilà, c'est un peu les limites du bras aspirant. Le moyen suivant, c'est la table aspirante. La table aspirante, ça fonctionne pour tout type de soudage, mais surtout pour ce qui est le meulage, puisque mes particules vont partir vers le bas et donc vont être aspirées par ma table. Voilà, après tout type de découpe, même plasma. Évidemment, pour tout ce qui est soudage, si je soude sur des pièces hautes, bah, mes fumées, comme elles vont naturellement vers le haut, il faut que l'aspiration de ma table soit suffisante. Donc, on considère qu'à partir de pièces de plus de 30 cm, l'efficacité est pas terrible. De même, si je soude dans des pièces creuses, bah, mon aspiration, elle va pas se faire à travers ma table. Pour augmenter l'efficacité de ma table, je peux ajouter des parois, des parois qui s'appellent des joues. Et du coup, on a sur la photo suivante, voilà, on a un exemple en réel. Et en fait, ces joues, elles permettent de canaliser mon aspiration. Donc déjà en augmentant l'efficacité et en réduisant aussi le débit nécessaire en aspiration. Et qui dit débit réduit nécessaire dit installation plus petite aussi. Ça, après, la taille, elle va dépendre de la taille de mes pièces. On va continuer avec les dossrets aspirants qui, comme vous pouvez le voir, sont très similaires aux tables aspirantes. La seule différence, c'est qu'au lieu d'aspirer par le plan horizontal, on va aspirer par une des parois verticales. Pareil comme pour les tables aspirantes, si on veut améliorer un tout petit peu l'aspiration, on peut installer des joues qui peuvent être mobiles ou fixes, donc les différentes configurations sont possibles. On vous a mis ici plusieurs photos juste pour vous montrer que les dossrets aspirants, on peut les retrouver voilà, dans des tailles différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi des modèles hybrides, un sort de mélange entre un dosseret et une table aspirante, où on bénéficie à la fois d'une aspiration par le plan horizontal et une aspiration par le plan vertical. Dans le cas du dosseret aspirant, et pas que, je crois que c'est la règle pour la majorité des aspirations à la source, c'est qu'il faut informer vos salariés, bien l'alerter sur le fait qu'il ne faut jamais se positionner de telle manière à avoir la tête entre la source d'émission de polluants et l'aspiration, donc le mur, la paroi aspirante du dosseret. Le dosseret, comme c'était le cas de la table aspirante, donc est compatible avec toutes les techniques de soudure. Et contrairement à la table aspirante, il a l'avantage de pouvoir être efficace pour souder des pièces qui sont un peu plus grandes, donc une hauteur plus importante. La seule règle à se rappeler, c'est que le dosseret, le mur aspirant doit être légèrement plus haut
que la hauteur de la pièce à souder. La même règle est valable aussi en largeur, donc il ne faudra pas souder des pièces qui sortent de la largeur du dosseret. La pièce doit être légèrement un peu plus étroite que le dosseret pour bénéficier d'une bonne aspiration. Et une des choses que nos adhérents nous reprochent, c'est que parfois c'est difficile d'utiliser le dosseret aspirant parce qu'il faut tourner autour de la pièce pour faire les différents points de soudure. Et ben nous, on rassure toujours nos adhérents en disant, dans ce cas-là, investissez dans un vireur et ça va vous permettre, au lieu de faire tourner le soudeur autour de la pièce, c'est la pièce qui va tourner sur le vireur dans le périmètre du dosseret et de cette manière, il n'y a pas de problème d'aspiration. Et de la même manière que la table aspirante, si vous soudez sur des pièces pleines, imposantes ou des pièces type creuses comme des mini cuves ou ça va être compliqué parce que la fumée, en fait, elle sera pas aspirée et donc votre salarié sera exposé. On va passer mais rapidement en revue les extracteurs qui sont des aspirations à la source plutôt à utiliser pour le brasage tendre. On vous a mis à l'écran plusieurs modèles. Ceux d'entre vous qui font du brasage tendre ou du soudage électronique ou étamage dans leur établissement sont pas dépaysés. Je crois que ce sont des dispositifs que vous reconnaissez. Nous, on vous alerte sur le fait que ce type d'extracteurs doivent être utilisés seulement quand il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent être mises en place. Donc, si techniquement vous ne trouvez pas sur le marché une autre solution d'aspiration à la source adaptée à vos postes, dans ce cas-là, on peut dire c'est mieux que rien. La grande difficulté de ces dispositifs, c'est que ce sont des petits dispositifs qui peuvent être facilement bougés par erreur au poste et donc du coup le positionnement n'est pas toujours le plus adapté par rapport à la source d'émission. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire des tests fumigènes pour déterminer quel est le positionnement sur le plan de travail à la fois de l'extracteur, mais aussi du poste à souder, du fer à souder ou du banc d'étamage, et de ne plus toucher à cet emplacement. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est le meilleur positionnement. Très souvent, ces extracteurs sont vendus en version recyclage d'air. Donc, ils sont munis d'un petit filtre, le petit filtre noir. 99% des cas, ce filtre, c'est un filtre particule. Alors que nous avons vu, dans les explications au début du webinaire, que la fraction majoritaire dans les fumées de brasage tendre sont des gaz. Donc, si vous n'avez pas le bon filtre, c'est-à-dire particules plus charbon actif, les polluants gazeux, ils vont juste se propager dans vos ateliers et vous faites pas bénéficier d'une protection à vos salariés. Donc l'idéal, c'est d'acheter des extracteurs mais qui fonctionnent en mode rejet extérieur. Sachez que ça existe. Et sinon, au pire, vous adaptez le modèle en recyclage d'air, vous lui rajoutez un tuyau en sortie du caisson de filtration et ce tuyau, vous percez un mur et vous improvisez un rejet à l'extérieur. Donc, on va continuer avec les hottes, le 8e système d'aspiration à la source. Voilà, donc les hottes, elles sont principalement à privilégier pour tout ce qui est automatisé, donc avec des robots. Le but, ça va être d'envelopper au maximum ma zone de travail, ce qui va aussi déterminer mon débit d'extraction à mettre en place. On déconseille en fait pour tout ce qui est poste avec des salariés, parce que mon salarié va facilement, dans ce type de cas, se retrouver, comme pour le dosseret tout à l'heure, entre ma source d'émission des fumées et l'extraction. Donc, qui fait que c'est pas terrible. Donc ça, c'était OK. Ensuite, sur les cabines d'aspiration, qui est le dernier captage abordé, forcément, la taille de cette cabine, ça va être fonction de vos pièces, la taille de vos pièces. Ça permet de protéger tout votre atelier. Pour ce qui est salarié qui peut tourner autour de la pièce, bon, c'est pas possible, mais on l'a vu tout à l'heure, avec l'installation d'un vireur, ça permet de résoudre certains problèmes. Par contre, ça va empêcher l'utilisation de ponts roulants. Donc, si vous avez des pièces qui sont lourdes, ça va être difficile. Et voilà. Enfin, donc on l'a vu,
la solution, ça peut être de combiner les solutions de prévention pour avoir un résultat optimal. On a par exemple dans l'exemple suivant un bras aspirant qui est au-dessus de la zone de soudage, la torche aspirante et en plus, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est un masque à ventilation assistée. Pour ce qui concerne le nettoyage des locaux, on préconise de ne pas utiliser le balai parce qu'en fait un balayage va remettre en suspension toutes vos poussières. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une grosse fraction qui est de particules très fines et ces particules fines, elles vont mettre jusqu'à 4 heures à se redéposer au sol. Ce qui fait que dès qu'il y aura un courant d'air ou alors le passage d'un chariot élévateur par exemple, ça va remettre en suspension vos particules les plus fines. Donc nous on préconise d'utiliser un aspirateur soit branché sur votre réseau d'aspiration centralisé si vous en avez un, sur les turbines par exemple, soit un filtre avec un filtre EPA, donc c'est à haute efficacité. Par contre, munir d'un pré-filtre pour capter les plus grosses particules et éviter de saturer trop rapidement votre aspirateur. Donc, on l'a dit à plusieurs fois dans le webinaire d'aujourd'hui que le captage localisé, l'aspiration à la source, va permettre de retenir au maximum 60% des fumées de soudage ou des fumées de technique connexe. Donc, ça veut dire que le reste de la fumée, il faut l'évacuer d'une façon ou d'une autre. La solution, c'est de mettre en place une ventilation mécanique générale qui, justement, aura comme rôle d'extraire tout ce qui n'est pas aspiré à la source. Et donc, dans le dimensionnement, dans la conception de cette ventilation mécanique générale, il y a plusieurs points de vigilance. Parmi un des plus importants, c'est l'apport d'air de compensation. Puisque vous allez faire sortir de votre atelier une quantité importante d'air, il faut la compenser. Donc, il faut introduire de l'air neuf. Donc, l'idéal, c'est de les introduire, mais dans les zones basses de votre atelier et à une faible vitesse. De cette manière, vous ne risquez pas de créer des tourbillons d'air et de faire en sorte à ce que les salariés, finalement, avant que toute la pollution soit rejetée, elle est un peu baladée partout dans l'atelier et exposer tous les salariés. Après, il faudra aussi réfléchir, est-ce que je mets en place un système de rejet à l'extérieur, mais après filtration. Du coup, pensez aussi à la partie système de dépoussiéreur, changement des filtres. Et de la même manière que pour les bras aspirants, en fait, chaque fois qu'on a une aspiration à la source, une ventilation mécanique générale qui traite des polluants cancérogènes, tel que c'est le cas des fumées de soudage. Donc, on évite le recyclage. Donc, cet air neuf que vous allez réintroduire doit être vraiment de l'air neuf pris à l'extérieur et pas l'air que vous venez d'extraire, filtrer et après tout juste réinjecter dans vos locaux. Et il faut penser aussi à tout ce qui est un peu de la même manière que pour les captages localisés, pensez à la maintenance préventive, pensez à l'entretien régulier et pensez au contrôle périodique qui sont des obligations réglementaires. Une fois la ventilation mécanique générale dimensionnée, installée, l'employeur il a aussi l'obligation d'avoir sur place ce qu'on appelle le dossier de l'installation. Le dossier d'installation donc est valable à la fois pour la ventilation mécanique générale, mais aussi pour les aspirations à la source. Et dans ce document, il y a deux éléments très très importants qui doivent apparaître. Le premier, c'est les mesures à prendre en cas de panne et plus précisément la conduite à tenir par les salariés. Donc les salariés doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire si la ventilation mécanique générale ne fonctionne pas correctement ou si elle est complètement hors service ou si l'aspiration à la source, elle ne fonctionne pas correctement. Donc, le salarié doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il doit continuer à travailler? Et si oui, avec quelle protection supplémentaire? Ou est-ce qu'il arrête de travailler et il va faire d'autres opérations qui ne l'exposent pas à des fumées de soudage? Sachez que cette conduite à tenir, elle doit être soumise à l'avis du médecin et à l'avis des représentants du personnel de votre entreprise. En plus, le dossier d'installation doit contenir aussi ce qu'on appelle les résultats des contrôles périodiques. Donc, on disait tout à l'heure que vous devez mettre en place une vérification
annuel, à la fois pour votre ventilation générale, mais aussi pour vos captages localisés. Par exemple, ce contrôle annuel doit être fait pour les torches, pour mesurer est-ce qu'elles aspirent toujours bien ou pas. Du coup, pour construire ce dossier d'installation, on va le voir, il y a beaucoup des documents qui doivent être transmis à l'employeur par le prestataire. Donc, du coup, à chaque fois que vous devez mettre en place soit une aspiration mécanique générale, soit une aspiration à la source, soit peut-être vous voulez juste améliorer une installation existante, bah, le point névralgique, l'élément le plus important dans cette démarche de mise en place des installations d'aspiration ou de ventilation, c'est la rédaction de cahier des charges. Dans le cahier des charges, donc, vous devez être très clair, très précis sur vos attentes, sur vos besoins. Et il faut, en plus, ne jamais payer la totalité de l'installation avant de la réceptionner et avant de la contrôler. Donc, c'est-à-dire vérifier que toutes les choses que vous avez exigées dans le cahier de charges sont respectées. Et il ne faut jamais payer l'intégralité de l'installation avant de recevoir de la part de votre prestataire le dossier de l'entretien, le dossier de maintenance, les valeurs de référence. Tous ces trois éléments, en fait, vont devoir faire partie de votre dossier de l'installation. C'est pas à vous de les mettre à disposition, mais plutôt à votre prestataire. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de garder toujours 30-40% de la somme à payer à la fin, une fois l'installation réceptionnée. J'entends pas très bien. Maintenant, pardon? Ça coupe un peu à ton... Rapproche ton micro de... Est-ce que maintenant, vous m'entendez mieux? Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a une partie que je dois reprendre ou ça peut passer? Je pense que c'est bon. C'est bon. Je vais juste insister un tout petit peu donc sur le contenu de cahier de charge. Bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer rentrer dans les détails, mais sachez que dans le diaporama qu'on va vous transmettre par la suite, il y a des éléments très précis sur les informations que vous devez exiger dans le cahier de charge par rapport au système de captage, par rapport au réseau de transport, par rapport à au ventilateur, par rapport au système de filtration et par rapport au rejet des polluants à l'extérieur, par rapport à la compensation d'air, par rapport au niveau du bruit de la ventilation et surtout voilà par rapport aux engagements de vos prestataires pour vous fournir la notice d'instruction et par rapport à l'engagement sur les résultats. Donc, vous pouvez mettre des clauses en termes de résultats attendus de votre installation. Et on vous a donné aussi des détails par rapport au protocole de réception de l'installation. Donc, n'hésitez pas à les lire. Ouais, vas-y. Voilà, n'hésitez pas à la lire et si suite à la lecture c'est pas clair et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail et on peut vous répondre ou vous appeler. On va passer maintenant au dernier axe de prévention sur donc les EPI, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, le captage localisé, il permet pas d'avoir une efficacité maximale à 100% sur la protection des salariés. Du coup, on va mettre en place des EPI. Ces EPI, il faudra bien sûr les faire tester, un peu comme les torches tout à l'heure, les faire tester aux salariés. Et du coup, on vous met pareil en annexe une fiche de test pour tester ce type de protection. Il y a plusieurs types qui existent. Déjà, il y a la ventilation libre. Voilà, c'est le masque classique. On en voit beaucoup actuellement avec les FFP2, par exemple. Donc là, c'est du FFP3 avec une protection maximale, mais le salarié va juste respirer librement à travers le masque. Ensuite, on va avoir la ventilation assistée. Donc là, j'ai un moteur qui se situe soit à la taille, soit à la nuque. Auprès de ce moteur, il y a un filtre, une filtration. Donc on peut avoir une filtration particules et gaz, on peut avoir les deux. Et ensuite, de l'air propre est rejeté dans la cagoule du salarié. Et voilà. Et la dernière solution, c'est l'adduction d'air. Donc là, en fait, la cagoule de mon salarié est branchée sur soit un réseau d'air comprimé ou alors sur une bouteille. Et du coup, ça, c'est de l'air propre qui
qui rentre dans la cagoule de mon salarié. Les protections à ventilation libre, elles sont à utiliser donc dans des zones bien ventilées, puisqu'il n'y a pas d'apport d'oxygène, et c'est pour des durées réduites. Plus en plus l'intensité de travail va être exigeante, moins la durée va être longue. On est sur des 30-45 minutes en continu. Donc après, si vous êtes sur des périodes un peu plus longues, il va falloir mettre en place des pauses, des petites pauses pour les salariés. Et en milieu confiné, comme le taux d'oxygène est faible, c'est interdit d'utiliser ce type de protection. Pour les protections à ventilation assistée, pareil pour le milieu confiné, comme ça capte l'air de la zone de travail, ça ne fonctionne pas non plus en milieu confiné. Donc là, on peut choisir des filtres à particules ou particules gaz, sachant que tout ce qui est filtre à particules, le suivi, on en a parlé, il y a souvent des alarmes qui permettent de savoir si le filtre est saturé, puisque le moteur va pousser un petit peu pour aspirer à travers. Par contre, pour la filtration gaz, on n'a pas d'éléments pour déterminer la durée de saturation et donc la fréquence de changement des filtres. Sur l'adduction d'air, alors là c'est indispensable en milieu confiné, donc si mon salarié soude dans des cuves ou dans des viroles, là il faut de l'adduction d'air. Si vous branchez ce casque sur un réseau d'air comprimé, il faudra par contre mettre en place un filtre qui permet d'enlever tout ce qui est humidité, traces d'huile résiduelles qui peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc qui ont un potentiel cancérogène. Voilà, ça permet d'avoir un air vraiment propre pour mon salarié. On vous a mis un document. Pour tous les équipements, tout ce type d'équipement, il va falloir les nettoyer. Donc après l'utilisation avec soit des lingettes, soit généralement avec des lingettes, l'intérieur et l'extérieur du masque. Et le but, ça va être aussi de désinfecter l'intérieur du masque régulièrement. Au niveau du stockage, il faut les stocker à l'abri dans des armoires ou des boîtes de rangement. Et très important, c'est le rangement des filtres, puisque arrangés dans des sachets hermétiques, un peu comme par exemple des sacs congélation, vous voyez, avec un zip. Pour les filtres à particules, ça permet de ne pas les polluer par des poussières résiduelles, et les filtres à gaz, eux en fait vont continuer d'absorber les polluants de la zone, et du coup si vous les mettez dans un sachet comme ça, au moins il n'y aura pas de pollution hors utilisation. Au niveau des règles d'hygiène, là on est sur du classique, surtout actuellement avec tout ce qui est pandémie, c'est se laver les mains avant de manger, boire, fumer, ne pas consommer ou boire de nourriture boisson au poste, ne pas manger en tenue de travail. Tout ça en fait ça permet d'éviter le contact main-bouche entre mes polluants qui peuvent s'être déposés sur mes mains et la bouche, et du coup avoir la voie ingestion qui rentre en jeu. Pour ce qui est brasage, soudage avec du plomb, on conseille de nettoyer les zones de travail à l'humide, donc avec des lingettes, ce qui permet d'éviter la remise en suspension des particules de plomb. Et tout ça, bien sûr, avec des gants, lunettes et vêtements de travail, pour éviter de souiller les mains et les vêtements personnels. Et tous ces déchets souillés doivent être mis dans des poubelles dédiées pour éviter la contamination des salariés d'entretien. Maintenant, on va aller sur ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, sur les aides possibles, et notamment les aides financières de la CARSAT. Donc il y a deux types qui existent. Il y a d'abord les contrats de prévention. Ce sont les CNO, donc Convention nationale d'objectifs. En fait, elles sont déterminées à partir d'un code risque. Le code risque, vous l'avez en fait dans tous vos documents en lien avec l'assurance maladie. Il y a un encart en haut à gauche. Il y a un petit code risque, c'est 3 chiffres et 2 lettres. Et ça vous détermine auquel CNO vous avez le droit. Les CNO, ça concerne les entreprises de moins de 200 salariés. Et ça permet de financer un projet global de prévention. Ça veut dire qu'on doit s'attaquer au moins à 2 risques. Donc dans notre cas ici, ça peut s'attaquer aux fumées de soudage, donc mise en place d'un équipement d'aspiration, et également, par exemple, sur l'ergonomie. Ça vous permet de traiter 2 sujets en même temps. C'est des contrats qui sont sur 3-4 ans, parce qu'il y a des investissements, donc on sait et puis des études à faire, donc on sait que ça prend du temps. Et ce sont des financements qui peuvent aller jusqu'à 70 000 euros.
Donc on va dire que la paperasse nécessaire pour faire ce dossier, elle vaut le coup parce que il y a vraiment des financements importants. Plus simple, il y a, c'est le cas de le dire, les aides financières simplifiées, et notamment l'aide soudage plus sûr, donc qui a été prolongée jusqu'en juin 2022. Donc elle, ça touche tout secteur d'activité qui réalise des opérations de soudage pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a une prise en charge entre 20 et 50% du montant, jusqu'à 25 000 euros par entreprise, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau des équipements qui sont financés, on a des installations de captage localisé, donc des torches, des dosseraie, un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Des réseaux voilà, avec rejet vers l'extérieur. Et également, on peut avoir des problématiques de froid dans les ateliers en hiver, puisqu'on va aspirer l'air chaud, du coup il peut faire froid. Et ben, il y a des solutions qui existent pour introduire de l'air réchauffé. En plus de ça, il peut y avoir également voilà, des dispositifs d'aide à la manutention. On a parlé, les potences notamment pour les torches. On peut avoir des postes synergiques, la ventilation mécanique générale et tout ce qui est masque à adduction d'air et cagoule ventilée. Pour avoir plus d'infos, vous avez ici le contact de la CARSAT, où vous avez toutes les informations et notamment les documents à compléter. Et ensuite, il suffit d'envoyer vos devis qui seront étudiés par la CARSAT et vous aurez comme ça même un avis un peu plus sûr, l'avis de la CARSAT, de l'expert CARSAT, pour valider un peu votre solution. Pour avoir un accompagnement méthodo ou technique, vous pouvez aussi contacter votre service de santé. Pour ce qui est de la Gémetra, nous, on réalise des sensibilisations collectives aux salariés sur les risques liés aux fumées de soudage, mais aussi sur l'utilisation de vos protections collectives, de vos protections individuelles que vous avez chez vous. On peut également vous aider sur tout ce qui est stratégie de prélèvement, si vous faites des mesurages de valeurs limites d'exposition, pour faire ces contrôles dans les bonnes conditions et ne pas payer pour rien. Et également vous aider à interpréter ces rapports qui sont parfois un peu compliqués à analyser. En tout cas, à en tirer les bonnes conclusions. Et tout ça, bien sûr, c'est compris dans votre cotisation. Il suffit de vous rapprocher de votre médecin du travail. On vous a mis plein de documents de l'INRS et de la CARSAT, notamment, pour vous aider dans votre mise en place de la prévention, et vous aurez les documents qu'on vous a présentés en annexe du support. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Donc on a fini avec le diaporama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est encore dispo un moment. Et je vois qu'il y en avait une. Donc il y a Cédric qui nous demande si le risque pour la santé des salariés n'est pas moins important sur des opérations de soudage en extérieur. Alors, en effet, en extérieur, on peut avoir des phénomènes de dilution, voilà un peu l'effet ventilation mécanique générale qui va jouer, donc qui va enlever mes polluants de ma zone de travail. Par contre, mon salarié qui lui va souder et va avoir la tête dans les fumées, bah lui, il n'est pas protégé par contre. Donc la dangerosité, elle sera la même qu'il soit en atelier ou dehors. Donc oui, il faudra qu'il ait au moins une protection individuelle. J'espère que j'ai répondu bien à la question. Et je sais pas après, est-ce que vous avez d'autres questions? Si, je ne sais pas si vous avez des micros et si c'est plus simple pour vous de poser en direct la question. Je crois que vous avez une petite icône lever la main et on peut vous donner la parole si vous ne souhaitez pas écrire la question, si c'est plus simple de la poser directement à l'oral. Donc voilà, je sais pas, j'espère que c'est vrai que on vous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui, donc ça peut être un peu c'est assez riche. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de imprimez-vous le support et lancez-vous dans vos études de poste, mais avec le support dans la main. Et à chaque fois que vous avez une idée, ici, peut-être qu'un bras aspirant, ça peut être adapté, d'aller tout de suite à la partie où on parle des bras aspirants pour voir les limites, pour voir les domaines, les points, un peu les points forts et les points faibles de chaque dispositif d'aspiration à la source.
Et le point clé, c'est vraiment de regarder les salariés travailler et d'échanger avec eux. Parce qu'eux, ils peuvent déjà vous dire, bah, quand je soude, je sais pas, quand je fais les soudures d'angle, je suis un peu plus embêtée, il y a beaucoup plus de fumée. Voilà, donc le retour d'information des salariés, il est vraiment, vraiment important. Bon, je sais pas si on a d'autres questions. Il n'y a pas des Non. mains levées. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas si. c'était Cédric qu'on Alors, avait répondu. Ah, il il y y a a quelqu'un qui Laurence. lève la main. Alors, je vais ouvrir votre micro, Laurence. Hop, Oh, ça va fonctionner. oui, bonjour. 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 Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Oui. Je voulais vous poser une petite question. Enfin voilà, il y a une personne qui a parlé de ventilation extérieure, hein, si on soude en extérieur. Moi, j'ai des soudeurs qui sont dans un grand atelier où effectivement les portes sont régulièrement ouvertes de part et d'autre. Il n'y a pas de ventilation générale, mais c'est plutôt une ventilation naturelle. Donc là, effectivement, je partirais plus sur des EPI, du coup, individuels. Donc là, dans votre cas, il y a des solutions à plusieurs niveaux. Donc, vous avez les personnes qui soudent, donc du coup, qui, elles, si elles n'ont pas d'aspiration à la source et si elles n'ont pas des EPI, ils vont être exposés. Donc, pour les protéger, eux, vous avez ces deux options, EPI ou captage à la source. Du coup, si vous partez seulement sur des EPI, donc pas de l'aspiration à la source, ça veut dire que toute la fumée qui est générée par ces soudeurs va s'accumuler, va se répandre dans l'atelier et elle va s'accumuler plus ou moins rapidement en fonction des plusieurs conditions. Ça va pas s'accumuler de la même manière si vous avez deux soudeurs qui soudent en même temps ou si vous en avez 14. Ça va pas s'accumuler, vous n'allez pas avoir la même quantité de fumée qui s'accumule si vous soudez du TIG ou si vous soudez à l'électrode enrobée. Vous dites qu'il y a l'ouverture des portes, ce qui permet un peu de ventiler. Nous, on alerte quand même nos adhérents sur la période froide. C'est très rare. Généralement, les salariés ne vont pas souder les portes ouvertes en hiver quand on a 0 degré dehors ou 5 degrés. Donc, il faut se méfier de cette solution un peu fonctionnement en mode dégradé. Donc, du coup, dans votre cas, peut-être que on revient un peu à ce qu'on disait dans la présentation, il faut faire l'analyse des situations de travail. Parce que si vous allez nous dire que vous avez 14 salariés et qu'ils soudent tous à l'électrode enrobée, on va vous dire que ça va pas être suffisant d'ouvrir les portes. Après, si vous allez nous dire, on n'a que deux salariés qui font du TIG sans métal d'apport, là, et que l'atelier, il est grand, peut-être qu'on va vous dire, bah, ça va passer, ou au pire, on va vous dire, faire les mesures de respect de VLP, et si vous respectez les VLP, mais un point fixe dans l'atelier, si vous dépassez pas les VLP pour les salariés qui travaillent à côté à faire autre chose que du soudage, bah, à la limite, ça, ça peut passer. Donc, tout dépend. En fait, vous pouvez pas prendre la décision sans analyser, sans faire l'évaluation en fait du risque du fumée de soudage. Vous savez si vous soudez, si vous faites plutôt du MIG, du MAG, du TIG, Non, pas vraiment encore. Je me suis pas vraiment penchée sur le type de soudure. Tout ce que Vous je avez sais, c'est beaucoup qu'on de a des... soudeurs? Oui, on en a quelques-uns, mais c'est vrai que alors on a des soudeurs qui sont en mode mobile. Donc, ils ont déjà leur cagoule ventilée. Mais voilà, la question, c'était plus pour effectivement les autres salariés qui travaillent à côté. Mhm. Et tout dépendra, mais ça, si vous souhaitez vous lancer dans une étude justement sur le soudage, et si vous avez du mal à vous approprier la démarche, on peut vous accompagner
au moins au début sur un ou deux postes, voilà, le temps d'avoir de prendre les bonnes réflexes. Mais Oui, sans oui, une tout à analyse de la situation de travail, ça va être compliqué de trancher. D'accord. Non, non, mais tout à fait. Quoi qu'il en soit, je comptais revenir vers Agenetra, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je suis juste dans une prise de poste, donc je découvre. Oui, oui, oui. Bon, on espère que la présentation d'aujourd'hui, ça va vous donner, voilà, des petits repères au moins. Oui, c'est surtout des alertes sur des postes de travail où effectivement, j'ai pas l'habitude Oui. de voir un petit peu leur mode de fonctionnement. Eh bien, justement, n'hésitez pas à aller échanger avec les soudeurs. Généralement, ce sont des salariés très fiers de leur métier. Ils ont toujours un grand plaisir à raconter qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent. Vu que c'est un savoir-faire particulier, souvent on a affaire à des personnes très passionnées, donc ils vont toujours prendre du temps à vous raconter leur activité. Ouais, tout à fait. Enfin, j'ai deux catégories de soudeurs, effectivement. J'ai Ah, euh, je dirais que l'ancienne les jeunes génération et la sont nouvelle? voilà, voilà. Et c'est vrai que la nouvelle génération, ils sont vraiment avec les nouvelles technologies et c'est vrai que ils mettent facilement leur cagoule ventilée. Donc là, effectivement, j'aurais peut-être plus d'échanges avec ces personnes-là. Oui, ben c'est toujours difficile. Il y en a ceux qui soudent depuis longtemps et qui, dans leur formation initiale, à l'époque, ben, quand on a été formé comme soudeur dans les années 80 ou 90, c'était pas la santé sécurité, c'était pas un point qui était abordé Voilà. dans leur formation. Et donc, puisqu'ils ont toujours soudé comme ça et qu'ils sont pas, voilà, ils se disent, bah, de toute manière, c'est trop tard pour moi ou si j'ai rien eu jusqu'à présent, il y a rien qui va m'arriver. Ce qui est faux parce qu'on est justement sur des problématiques de cancer. On peut avoir des problèmes après 15, 20 années d'exposition. Donc, mm. Je vois qu'il y a Cédric. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Laurent. Sinon, on peut passer à la question de Cédric. Cédric qui nous pose la question, est-ce qu'il est pertinent de faire des mesures de VLP en extérieur? Donc, juste pour faire un peu la parallèle avec ce que je disais tout à l'heure à Laurent de faire des mesures des VLP. Les mesures des VLP, on peut avoir deux types. C'est quand on va équiper le salarié et mesurer vraiment ce qu'il va inhaler. Donc au niveau des voies, vraiment au niveau on va positionner la pompe qui va faire le prélèvement vraiment au niveau de ses voies respiratoires. Donc ça, c'est prélèvement sur le salarié. Mais on peut faire aussi des prélèvements atmosphériques dits en point fixe. Donc c'est ce que je préconisais plutôt voilà pour Laurent tout à l'heure, se faire des prélèvements dans voilà 3-4 points dans l'atelier pour voir la pollution générale de l'atelier. Dans votre cas, Cédric, pour tout ce qui est donc mesure de VLP en extérieur, ce n'est pas pertinent de faire des mesures en point fixe, donc de pollution de l'air ambiant. Par contre, ce qui sera pertinent, c'est de faire la métrologie, mais en équipant le salarié. Donc, mesure d'exposition vraiment du salarié. Et l'idéal, c'est de faire ces mesures, mais une fois que vous avez mis en place des équipements de protection individuels. Comme ça va vous permettre, en fait, dans le calcul de la concentration de polluants auxquels vos salariés est exposé, donc dans le calcul de cette concentration, de prendre en compte une correction par rapport à l'équipement de protection individuelle. Parce que ce qui va se passer, c'est l'organisme COFRA qui va équiper votre salarié, l'air va être prélevé au niveau de ses voies respiratoires, mais pas dans son masque. Donc, ils vont mesurer, ils vont calculer une concentration. Et après, si vous prouvez que vous avez mis en place les EPI respiratoires adaptés, que vous avez des procédures de gestion de ces équipements qui sont bien définis et bien connus par les salariés, ils vont vous appliquer un facteur de correction, ils vont diviser par 4, par 10 la concentration mesurée et de cette manière, la conclusion va être que votre salarié
réellement, grâce à l'EPI, ils vont être exposés à telle concentration qui est beaucoup plus faible que ce qui a été mesuré réellement. Et le facteur de protection, le facteur de correction qui est appliqué à ce calcul mathématique dépend beaucoup du type d'équipement de protection individuelle que vous allez mettre à la disposition du salarié. Par exemple, le facteur de correction pour un masque FFP3 sera beaucoup plus réduit que le facteur de correction qui sera appliqué dans le cas où votre salarié porte une cagoule à ventilation assistée, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, ça peut être pertinent, mais seulement après avoir mis en place les EPI et après avoir fait les procédures. Et après avoir formé, sensibilisé les salariés au port correct de ces EPI. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Sinon, n'hésitez pas à lever la main. J'ai quand même l'impression que c'est plus simple de poser la question à l'oral. Ça prend moins de temps pour la rédiger. Et s'il n'y a pas d'autres questions et que les questions arrivent plus tard, une fois que vous faites peut-être des petits visites dans l'atelier ou voilà, n'hésitez pas vous pouvez nous contacter. Soit vous faites une demande à votre médecin du travail, soit vous nous faites un petit mail à l'adresse d'email risque.chimique@gmetra.org. L'adresse est en tout début de support. Du support. Mm. Hop. Très bien dit. Hop, je vais remonter tout le support. Donc voilà, on va vous transmettre à l'issue de la séance, on va vous transmettre les supports, les documents d'aide. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça et la partie la plus intéressante, c'est bien évidemment, c'est sur le terrain. Il y a quelqu'un qui a une petite question. Non. Ou non. C'est pour dire au revoir. En tout cas, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite bon courage dans vos démarches de prévention. Et on est là si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée et bon appétit. Ah oui, bon week-end. Bon week-end confiné.